Donc, ben oui, bonsoir. En fait, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Antoine Réville-Mongeau. Mon titre, en fait, à la MRC, moi, c'est conseiller en environnement. Donc, en fait, je travaille avec la municipalité de Lanoraie, mais je travaille aussi avec les 14 autres municipalités de la MRC pour des projets divers, là. Ici, c'est une politique d'arbre. À l'île du Pas, c'est un projet par rapport à la gestion des frênes. À Mandeville, c'est un projet pour des sentiers d'interprétation. Donc, je conseille les municipalités, en fait, dans tout ce qui est milieu naturel, milieu humide et ainsi de suite. Ma base, moi, d'études est en agriculture. J'ai aussi étudié en environnement et j'ai terminé tout ça par une maîtrise en biologie végétale à l'Université Laval. Et j'ai travaillé un petit peu partout là, dans la Naudière, là, puis finalement, j'ai trouvé ma voie pas mal dans la MRC avec les municipalités. Et en fait, c'est ça, comme M. Villeneuve le disait, ça fait c'est ça, environ un an là, qu'on travaille sur la politique de l'arbre. Puis en fait, là, je l'ai écrit en très petit, là, mais comme il disait, je veux le rappeler, là, c'est écrit en très petit en bas là, que c'est un document de travail et de ne pas diffuser en fait ce qu'on vous présente ce soir encore parce que c'est pas encore terminé. Donc, on préfère garder ça ici. Puis en fait, ensuite de ça, on pourra continuer là, de le diffuser quand on trouvera tous que c'est prêt et mature. Donc, là, M. Villeneuve m'a volé un petit peu certains de mes points, mais je vais quand même rappeler en fait qu'une politique, là c'est une politique de l'arbre, mais ça pourrait être une politique de gestion des matières résiduelles, ça pourrait être une politique sur l'électrification des transports. Une politique, là, c'est une vision. Moi, M. Villeneuve et le conseil de Lanoraie m'ont approché pour me dire qui désiraient en fait plus protéger, mettre en valeur leur boisé et contrer le plus possible l'étalement urbain en fait en protégeant nos boisés. Donc ça a été ça la vision et en fait tout ce que je vais vous présenter, les 6 orientations que je vais vous présenter ensuite, ben, découlent de cette idée-là. Donc en fait, on va vous proposer aussi un plan d'action. On va parler de chacune des actions, des idées d'action en fait qu'on a eues, puis on va recueillir vos commentaires et vos questions là-dessus. Et en fait, il va y avoir un budget annuel probablement là, qui va être ensuite alloué à la réalisation de ce plan d'action-là par la suite. Donc, voilà. Pour le déroulement, c'est ça, c'est ce que M. Villeneuve disait. En fait, il y a 6 orientations, 17 objectifs et 67 idées d'action. Donc, on va passer au travers de tout ça ce soir, orientation par orientation. Et à la fin de chaque orientation, il y aura une période de questions et de commentaires. Donc, au fur et à mesure qu'on va avancer dans la présentation, je vous invite à noter vos questions, en fait, là, parce que des fois, les échanges vont peut-être être longs. En fait, je vais peut-être parler longtemps. Donc, je vous invite à noter vos questions sur votre téléphone, sur un bout de papier. J'en vois quand même plusieurs qui ont encore leur crayon papier. Donc, allez noter, puis ensuite à nous les poser là, quand on sera rendu là. Donc, oui, et petite mention, en fait, là, tout au long de la présentation, là, je vous invite à faire attention à quand on va parler de milieux urbains et de zones périurbaines. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a certains aspects qui vont vraiment toucher plus la zone urbaine et il y a certaines zones il y a certaines actions, certains objectifs et orientations qui vont toucher vraiment les zones qui ne sont pas urbaines parce qu'en fait, la ville, on aimerait ça faire rentrer la forêt dans la ville un petit peu. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, sans plus tarder, l'orientation numéro 1 est d'améliorer la qualité de vie des Lanorois. C'est très simple, très général. Oui, on voit quand même bien. Et le premier objectif, en fait, serait de soutenir les citoyens dans la végétalisation des zones urbaines problématiques. Et on parle ici, exemple, d'îlots de chaleur, d'accumulation d'eau, de bandes riveraines, etc. Donc, dans les actions pour rejoindre cet objectif-là, ben, on a identifié et cartographié les îlots de chaleur, qui sont des directives qui vont de toute manière descendre de la santé publique prochainement. Donc, en fait, comme plusieurs actions, là, ça se peut que je répète cette phrase-là assez souvent là, au cours de la soirée. Là. Le gouvernement, de plus en plus, envoie des directives aux municipalités et aux MRC concernant justement la santé publique et l'environnement. Donc, avec la politique de l'arbre, le Conseil vise aussi à aller d'aller plus vite en fait que ce que le gouvernement va nous demander. Comme ça, ben, on ne se fera pas rien imposer. On va tout pouvoir faire à notre sauce à nous, selon ce que vous voulez.
sans que le gouvernement vienne nous dire nécessairement quoi faire, là. Donc, ça pour les îlots de chaleur. Planifier la végétalisation de ces îlots de chaleur-là. Identifier et cartographier les zones riveraines problématiques. Ça, c'est une problématique qui est assez fréquente avec le transport maritime. Là, moi, je viens des îles de Berthier et on connaît la même problématique. Donc, c'est ça, je suis très sensible à ce problème-là. Et proposer des arbres et arbustes adaptés aux conditions riveraines, entre autres lors de la journée de l'arbre. Donc, souvent, à la journée de l'arbre, on donne des arbres, mais des fois, c'est des arbres qui se font bien sur un terrain, qui peuvent aller bien dans un bois, mais sur le bord de l'eau, ben, ils sont pas bien adaptés. Donc, avec la municipalité, ben, on pourra voir s'il n'y aurait pas moyen de, par contrat ou autrement, trouver des meilleurs végétaux, en fait, là, pour les rives. Objectif 2, soutenir les citoyens dans la végétalisation des zones problématiques en zone périurbaine. Donc, bande riveraine, brise-vent, manque de diversité. Ici, comme action, on parle d'adapter l'offre d'arbres selon la demande pour la distribution aux producteurs agricoles. On sait que les producteurs agricoles, souvent, ont de grands espaces qu'ils aimeraient peut-être végétaliser. Il y a des programmes comme Prime Vert qui peuvent le permettre, exemple, pour les bandes riveraines, puis les brise-vents aussi. Mais la municipalité décide, d'elle, que dans les journées de l'arbre, exemple, ben, il y aurait plus d'arbres qui pourraient être donnés aux producteurs agricoles vu qu'ils ont plus grand terrain. C'est naturel, c'est normal. Mettre en place un espace sur la politique de l'arbre sur le site de la municipalité. Site Internet, oui, absolument, le site Internet de la municipalité. Ça, en fait, ça va aussi servir à mettre des informations, en fait, des ressources. Il y a beaucoup de ressources qui existent en ligne souvent, mais si on ne les connaît pas et qu'on ne sait pas qu'elles existent, ben on ne peut pas y avoir accès. Donc, le site de la municipalité pourrait être une bonne base là, en fait, pour mettre ces ressources-là, pour qu'elles soient plus facilement atteignables. Et ce sera là aussi qu'on pourra mettre des avancements en fait, dans le plan d'action lorsque la politique sera adoptée, de vous garder au courant là, de ce qui est fait. Identifier et cartographier les zones riveraines, ça c'est quelque chose aussi en fait les cartes gouvernementales manquent de précision parfois et c'est des problématiques en fait qui peuvent occasionner des frais des fois pour les citoyens de devoir eux-mêmes défrayer un arpenteur qui va venir faire un plan de localisation pour localiser ces bandes riveraines-là. Donc, il y aura peut-être un travail qui sera fait pour aider par rapport à ça. Identifier les zones plus vulnérables à l'érosion éolienne ou hydrique. Ça, c'est aussi quelque chose qui va sûrement venir avec le plan climat dont M. Villeneuve parlait, en fait, là. Encore une fois, comme je vous avais dit, le ministère de l'Environnement nous envoie de plus en plus d'enjeux par rapport à l'adaptation et au changement climatique. L'érosion hydrique et l'érosion éolienne en font partie. Donc, on prévoit en fait déjà d'agir là-dessus en identifiant nos zones. Puis ensuite, à partir de ça, ben, le comité pourra voir c'est quoi les solutions à apporter pour régler ces problèmes-là. Objectif numéro 3. Prévoir une gestion des espèces exotiques envahissantes lorsqu'elles posent problème pour la sécurité publique ou la biodiversité. Donc, dans les actions, on a identifié les frênes posant un danger pour la sécurité publique sur le territoire. Nombreux d'entre vous ont déjà dû le remarquer, là, les frênes meurent de plus en plus, l'écorce devient blanche, la grille est dedans. Comme je disais au tout début de la présentation, je travaille avec la municipalité de l'Île-du-Pas pour un projet similaire, c'est-à-dire que nous, étant donné que la majorité de nos rues sont des cul-de-sac, ça devient un enjeu de sécurité publique s'il y a un arbre qui tombe dans la rue parce que une ambulance, les pompiers, la police peuvent plus passer. Je suis certain qu'il y a des cas qui doivent être similaires aussi à Lanoraie. Donc, d'identifier les frênes, en fait, ce sera la première étape suite à une gestion responsable de ces frênes-là, de pair avec vous, là, les citoyens, en fait, les propriétaires de ces arbres-là, parce qu'il y en a qui doivent être du domaine public, mais il y en a d'autres qui doivent être du domaine privé aussi. Donc, exactement, la deuxième action, évaluer l'état de santé des frênes et les solutions à apporter. En fait, tant qu'à passer sur le terrain pour les identifier, ben, on va évaluer leur état de santé en même temps. Puis on va pouvoir identifier ceux qui sont plus urgents à abattre, puis ceux qui le sont peut-être moins. Et dernière action pour cette orientation-là, prévoir le remplacement des frênes par des espèces indigènes adaptées à l'environnement lanorois.
Ça, on a eu des commentaires souvent dans le comité environnement aussi, en fait, d'essayer de retirer le mot indigène, là, puis de peut-être mettre naturalisé aussi, là. Puis ça pourrait être un changement qui sera fait là, dans cette action-là, là, c'est-à-dire de mettre des espèces indigènes ou naturalisées. Parce qu'avec les changements climatiques, encore une fois, il y a peut-être certaines espèces qui en ce moment sont très, très bonnes, très, très bien adaptées, mais avec l'augmentation des températures, les différentes précipitations, on va peut-être se retrouver avec des nouvelles espèces qui vont être mieux adaptées, puis celles qu'on pensait qui étaient bien bonnes, elles vont peut-être mourir, ou on va peut-être avoir d'autres problèmes, comme exemple maladie corticale du hêtre qui vient d'arriver, qui est un autre ravageur qui fait que les hêtres meurent aussi. Donc, c'est ça pour l'orientation 1. Donc, on va maintenant pratiquer notre, notre déroulement de séance. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont noté des questions ou des commentaires. Ah oui, tu peux aller au micro. Bonjour, c'est Alex Laterreur. Je réside dans le rang Saint-Jean-Baptiste. Ma question est plus générale que juste l'orientation 1. On parle de zone urbaine, zone périurbaine. Puis la semaine dernière, dans le règlement, on avait vraiment une carte avec les zones bien identifiées. C'est-tu la même carte qui va être appliquée ou c'est une carte différente? Moi, je pense qu'on devrait appliquer la même carte. Maintenant, on est ouvert à cela, mais je pense qu'on devrait appliquer la même carte parce qu'il y a un consensus général par rapport à cela. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont ici qui n'étaient pas là la semaine passée, mais on a identifié sur une carte, on ne l'a pas avec nous, je pense pas. On a identifié sur une carte. En fait, on a eu une rencontre il y a 2 semaines, qu'on a eu la semaine passée, ce dont on parle de M. Alex. C'est qu'on a identifié Grande Côte-Est, Grande Côte-Ouest, mais toujours dans la limite de ce qu'on peut appeler zone hors agriculture. Et il y a aussi ce qu'on appelle les îlots déstructurés qui se retrouvent sur certains rangs. Ces îlots-là sont déstructurés, mais ils sont encore en zone agricole, mais par contre, ils sont limités en termes de profondeur de terrain. Des fois, ils ont peut-être 40 mètres de profond, donc on les a inclus aussi. Et il y a ce qu'on appelle les zones qui sont soustraites de la Commission de la protection du territoire agricole, donc les zones blanches, je peux dire comme ça, qui sont soustraites. Alors, ces zones-là, moi, à mon avis, si on parle de définition, parce qu'on a eu des débats aussi au comité environnement, urbain et périurbain, moi, je pense qu'on devrait les assimiler tous ensemble, ces zones-là, à mon avis. On est ouvert à toute proposition, tout commentaire par rapport à ça. Je pense qu'il faut associer les deux ensemble. Tu sais, c'est un consensus, puis c'était bien défini sur une carte. Là. Fait que, OK, c'est bon. C'est ma question. Ouais, puis je rajouterais peut-être quelque chose aussi. Je rajouterais peut-être quelque chose aussi, en fait, par rapport à ça. Ce que je rajouterais, en fait, par rapport à ça, c'est qu'on va aussi aborder les problématiques, en fait, en fonction des zones urbaines et périurbaines. C'est plus ça, la division qui doit être faite, parce que les îlots de chaleur, exemple, en zone périurbaine, il n'y en a pas. C'est pas une problématique de zone périurbaine, donc c'est vraiment plus une problématique de zone urbaine. Donc, je pense que ça va plus être ça qui va faire la différenciation des deux. Les problématiques touchées. C'est correct, je comprends, c'est juste que plus loin, il va y avoir des choses qui vont être... Ouais. C'est pour ça, c'est... Oh, oui, tu vois. Pas sûr. Dans les deux? Oh, mon Dieu. C'était peur, hein? Est-ce que j'ai compris que cette carte-là, malheureusement, n'est pas disponible? Parce que ce serait très intéressant, je pense, pour tout le monde de pouvoir la consulter. Je parle dans les micros, moi aussi. Ah oui. Madame Lalande, Claire Lalande, on va mettre la carte sur le site Internet de la municipalité. Hein? Ou, en tout cas, vous pourrez la consulter. Dans le fond, oui, c'est bien de la voir, la fameuse carte, là. Mais vous avez Grande Côte Est, vous avez Grande Côte Ouest, vous avez certains qui sont, on va considérer, c'est quoi, il y a un terme... c'est la densité. C'est la densité. Ça dépend de la densité d'habitation. C'est la densité d'habitation et Grande Côte Est, Grande Côte Ouest. Et si on remonte le chemin Joliette, on se rend jusqu'au rang Saint-Jean-Baptiste, ou à peu près. Monsieur Maheu, je pense que c'est ça, par rapport aux îlots déstructurés. À peu près, en tout cas. On va la mettre sur le site Internet avec des explications. Dans le fond, on a fait une distinction la semaine passée avec le fait de dire une politique de l'arbre, ça peut s'appliquer jusqu'à où et comment. Et ce qu'on a convenu, tout le monde ensemble, c'est que tout ce qui est agriculture, tout ce qui est agricole, donc
Oui, il va y avoir des interventions ou interventions à tout le moins des recherches de données au niveau des terres agricoles, mais c'est très limité en termes de politique d'arbre. Vous savez que présentement, vous devez dans le village avoir un permis pour abattre un arbre. Il faut avoir une justification aussi, il faut avoir un permis. Et bien, cette zone-là va s'étendre Grande Côte-Est, Grande Côte-Ouest. C'est déjà le cas dans des endroits. Mais pour ce qui est de la zone agricole, les boisés en zone agricole et la zone agricole, il y a déjà, il nous expliquait ça, là, je ne pourrais pas les nommer, il y a la RFI, la RCI, parce qu'il y a 4 couches de contrôle réglementaire, soit du gouvernement du Québec, soit de la MRC. Il y en a 4 couches. On a convenu qu'on n'en rajouterait pas une 5e. Donc, les gens, pour eux, qui ont des boisés actuellement, la situation ne change pas. Il y avait madame qui avait quelque chose. Savoir, c'est quoi déstructurer? Ça veut dire quoi le mot? Ah, la question, c'est quoi les îlots déstructurés? Les îlots déstructurés, dans le fond, c'est à l'époque, il y a un article dans la loi sur la Commission de la protection du territoire agricole qui a permis, on s'en est prévalu en 2003 à l'époque. J'étais maire à l'époque, on s'est prévalu de l'article 59 de la loi. Ce que ça fait, c'est que ça a permis d'identifier des terrains constructibles sur les rangs. On va dire, j'aime pas ça dire campagne, mais je ne veux pas que ça soit vu péjorativement, là. Mais donc, sur les rangs, il y avait des critères à respecter pour être déclaré îlot déstructuré. Par exemple, si vous aviez 3 maisons sur 1 kilomètre ou 4 maisons sur 1 kilomètre, je ne me rappelle plus des critères exacts, vous pouviez avoir recours à l'article 59 et donc permettre la construction de maisons, entre 2 maisons, parce que pour l'agriculture, c'était considéré comme pas nécessairement efficace. Donc, ça a permis de libérer, je pense, de mémoire à l'époque, une 50aine de terrains, donc constructibles en zone agricole. Et ils sont toujours en zone agricole. Mais il y a aussi des zones d'exclusion de la zone agricole qui, elles aussi, parce qu'on s'est dit, en toute cohérence, si on n'inclut pas de demandes autres en termes de réglementation pour le monde agricole, bien, tout ce qui n'est pas agricole, bien là, on va les inclure dans une autre réglementation qui va être tout simplement d'avoir un suivi par rapport à la canopée. Voilà, je ne sais pas si ça va, c'est clair? Est-ce qu'il y a d'autres interventions par rapport à cette première orientation-là? Juste vous présenter et allez-y, je vous donne les 2 micros. On parle dans les 2 pour... Bonsoir, moi, je suis Lynne Cloutier, résidente depuis peu à Lanoraie. Mais je remarque à Lanoraie qu'il y a beaucoup encore d'ormes américains. À Montréal, on les a tous abattus. Bon. Et là, pour avoir communiqué avec des gens de la Ville de Québec, ils se rendent compte, dans le fond, qu'ils ont aussi des beaux ormes américains. Ils veulent pas les perdre, les derniers spécimens qu'ils ont. Puis là, ils ont mis en place un programme de traitement des ormes américains. À Lanoraie, j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup encore et c'est très rare. C'est vraiment très rare maintenant. Et sur la rue Sainte-Marie, l'année passée, on en a abattu plusieurs spécimens parce que avec le scolyte de l'orme, maintenant, il y a un scolyte européen, vous savez probablement. Puis l'orme, en une saison, il va mourir, même s'il y a 50 cm, 100 cm de DHP. Je me demandais par rapport à ça, puis on parle aussi du frêne, est-ce que est prévu un programme, en tout cas, je sais pas quoi, là, comment appeler ça, mais un programme de préservation? Parce que quand un homme a 100 ans, on s'entend que c'est pas en plantant un cure-dent, nous, on sera plus là, tu sais. Fait que je me dis, d'abord, les arbres ont une valeur monétaire. Alors, un homme qui a 100 ans, ça a toute une richesse. J'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, mais bon. En tout cas, ma question, c'est, est-ce que dans votre programme, dans vos visions, il y a aussi une place pour des traitements de nos arbres avant qu'ils meurent, puis que là, il faut les abattre? Je vais essayer de répondre à la question, puis par complément d'information, Antoine, tu pourras y aller. Comme je le disais tantôt, si le conseil municipal est d'accord pour adopter une politique de l'arbre, qu'il l'adopte, il y a à l'intérieur de ça la création d'un comité de suivi. Alors, ce comité de suivi-là, ce sera des citoyens, on va y arriver tantôt, vous allez voir dans d'autres diapositives, on va y arriver. Et c'est sûr que ce comité de suivi-là va devoir se pencher sur l'ensemble de l'œuvre et donner des priorités à des actions. Alors, ce sera vraiment un comité qui va regarder l'ensemble des orientations
et des actions proposées. On ne peut pas tout faire dans une semaine, ni dans un an, probablement ni dans 10 ans. Là. Alors, mais il faut commencer quelque part. Alors, le comité va déterminer des priorités d'action. Est-ce que ce sera une priorité d'action qui sera retenue? Ben, je présume que oui, dans la mesure où on va y aller au plus pressant. On va cibler les actions qui auraient un impact important pour préserver des arbres. Si on peut les sauver, on va les sauver. Mais je vais laisser, c'est une prérogative qui appartiendra au comité de faire ces recommandations-là au conseil municipal. Et le conseil municipal, à ce moment-là, décidera de la suite, de la marche à suivre. Voilà. Ça va? Antoine, complément? Absolument. En fait, c'est probablement peut-être un peu une erreur de formulation. En fait, dans l'action 1.3.2, on a évalué l'état de santé des frênes et les solutions à apporter. Je me suis noté, en fait, qu'on pourrait élargir à pas juste les frênes, en fait, parce que quand on dit « et les solutions à apporter », ben, ça peut être notamment les traitements, c'est-à-dire que la solution, c'est de le couper ou on se dit on va essayer de le garder? Est-ce qu'on fait un élagage? Donc, il va y avoir une évaluation qui va être faite. Logiquement, on va faire ça avec une firme d'ingénierie forestière qui va venir faire un martelage pour nous dire justement comment il va. Puis ensuite de ça, ben, le comité décidera, là, mais c'est sûr que on fait une politique de l'arbre, on ne va pas se dire on coupe tout. T'sais. Donc oui, on y a pensé, mais j'ai noté pour la formulation là, de cette action-là, pour l'élargir en fait justement à d'autres arbres, là, ça va peut-être être des érables aussi, on ne sait pas. Donc voilà. D'autres questions? Parce que sinon je vais garder le micro puis je vais continuer en fait. Bon. Eh bien, allons à l'orientation 2, qui est de renseigner et sensibiliser sur les bienfaits de l'arbre. Sensibiliser les plus jeunes, c'est le premier objectif. En environnement, souvent, on le sait, ça passe énormément par les plus jeunes, l'éducation relative à l'environnement. Ils ont une plus grande sensibilité pour ça, souvent. Et c'est toujours une bonne manière de rentrer ça dans la maison, souvent, quand on voit pour le tri des déchets, exemple le compostage. Moi, j'ai déjà fait beaucoup d'actions, en fait, d'éducation dans des classes. Et les parents nous disent toujours que le jeune leur a fait changer leurs habitudes. Donc, on veut aussi que les jeunes apprécient la forêt, apprécient les arbres et comprennent les bienfaits qu'ils vont leur apporter. Donc, c'est pour ça que le premier objectif de cette orientation-là leur est dédié. Donc, pour ça, dans nos actions, on veut créer des projets de plantation d'arbres avec des partenaires. Là, on parle de l'école, des OBNL, des organismes communautaires. Ça, on pourra voir, c'est ça, au moment voulu, là, avec le comité. En fait, c'est lui qui va décider, qui va voir les projets qui pourraient être intéressants. On a planifié des sorties scolaires accompagnées à la tourbière et dans certains boisés. On a des actions un petit peu plus loin qui sont de consulter des ingénieurs forestiers pour voir les peuplements d'intérêt en fait qu'il y a sur le territoire de Lanoraie. Ben en fait, de faire des sorties scolaires avec les jeunes ensuite pour aller voir ces peuplements-là, ben, ça pourrait être intéressant. Même chose pour la tourbière, qui est une très grande richesse là, de la région. Informer les jeunes sur les réalités et les mythes associés aux arbres en milieu urbain et boisé. Cette action-là est vraiment une action éducative. Là. C'est vraiment l'objectif, c'est de les informer sur tout ce qui est comment ça fonctionne un arbre, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai des fois qu'on peut entendre. Donc, voilà pour cet objectif. Le deuxième objectif, on va aller un petit peu plus large en sensibilisant les citoyens, les commerçants et les industries. Donc, pour ce faire, on va inviter l'Association forestière de la Naudière afin qu'elle présente sa mission, ses services et ses activités. On va identifier et rendre disponibles certains ouvrages à la bibliothèque municipale. Ça, encore là, ça va être le comité qui va être chargé d'identifier ces ouvrages-là, là, parce qu'on ne pourra pas non plus mettre juste une bibliothèque là-dessus. On va produire une trousse d'informations sur les arbres. En fait, cette trousse-là, c'est une idée qu'on a eue en regardant un petit peu ailleurs. Ce qui se fait aussi, c'est que souvent, ces trousses d'informations-là sont données aux nouvelles personnes, aux nouveaux citoyens, les nouveaux acheteurs de maisons. Étant donné que d'une municipalité à l'autre, souvent les règlements changent, les gens, en arrivant à Lanoraie, recevraient un pamphlet, une feuille qui va leur expliquer à Lanoraie, on fait les choses comme ça par rapport aux arbres. C'est ça notre réglementation, il faut tant d'arbres par terrain, on les élague pas trop, ces espèces-là, c'est des bonnes espèces, ainsi de suite. Donc, on s'est dit que ce serait une bonne idée, en fait, de produire une trousse comme ça, qui sera aussi disponible sur le site Internet une fois que ce sera en ligne.
Et identifier les arbres remarquables et promouvoir leur choix. Ça, en fait, c'est rien de contraignant. Là, c'est vraiment juste de souligner les beaux arbres qu'il y a sur le territoire. Ils peuvent être partout. Là. C'est de souligner les exemples, ceux qui ont une grande longévité, des espèces qui sont peut-être un petit peu plus rares. Là. Puis ça peut être autant des arbres indigènes que des arbres justement qui sont naturalisés ou exotiques. Parce qu'il y a un arbre qui est exotique, mais qui a très bien poussé à la Lanoraie, ben c'est quelque chose de remarquable quand même. Donc, ça aussi, ça va être de mettre de l'avant ces arbres-là en les mettant sur Facebook, en leur faisant une page. On verra rendu là, mais de mettre l'avant l'arbre, là, ça, c'est justement notre conseiller, notre ingénieur forestier urbain, en fait, qui nous avait proposé de faire cette action-là, parce qu'il l'avait fait à Montréal, puis ça avait bien pris. Et le dernier objectif de cette orientation est de renseigner les citoyens sur le développement de la politique et ses objectifs. Donc, ça, je vous en parle déjà un petit peu depuis le début, là, mais intégrer la politique de l'arbre dans le plan de communication de la municipalité. Créer un comité consultatif sur la mise en place et le suivi du plan d'action de la politique. Ça, c'est le comité, en fait, dont on parle aussi depuis le début. Comité qui sera composé de divers personnes. Il va y avoir des élus, il va y avoir ingénieurs forestiers, agriculteurs, il va y avoir moi sûrement. Donc, la composition reste à voir, mais on commence déjà à y penser là, avec les rôles que je viens de vous nommer. Là. Organiser des rencontres de mise à jour sur les développements de la politique de l'arbre, un petit peu comme ce soir, là, dans le même esprit. Sinon, est-ce que ça va être aussi des vidéos qu'on pourra mettre en ligne? Est-ce que ça va être des infolettres? Tous les moyens sont bons. Et créer un événement annuel récompensant les actions bénéfiques en lien avec les arbres. Souvent, en fait, quand on parle d'arbres, on parle d'abattage, on pense beaucoup au bâton. Ben, en fait, cette action-là veut vraiment apporter une carotte. Ça pourrait être des producteurs forestiers qui vont avoir reboisé une grande superficie. Ça peut être un producteur agricole qui a fait une abrise-vent, un citoyen plus urbain qui a fait un bel aménagement de rive. Ben, on va créer un événement, en fait, pour souligner ces gens-là là, qui font une différence puis qui mettent en valeur les arbres. Donc, il a été rapide, celui-là. Donc, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Moi, si je pourrais juste ajouter, moi, dans le fond, en lien avec ça, c'est pas marqué, mais un autre de nos projets aussi éventuellement, c'est de trouver un arbre emblématique de la Lanoraie, qu'il y ait un arbre qui soit vraiment une icône pour la Lanoraie, qui serait probablement défini par les citoyens eux-mêmes. On verra comment on fonctionnera, mais ce serait de faire en sorte que la Lanoraie ait son arbre qui le représente. Alors, juste ça qu'il y a d'autres comme projet aussi intéressant là-dedans. D'autres personnes veulent intervenir là-dessus. Cette orientation-là, ça nous va. Je le trouve bien silencieux. Mais c'est un document, dans le fond, qui n'arrêtera jamais. Hein. C'est quelque chose qui va toujours être... c'est pas quelque chose de figé dans le temps. Une politique de l'arbre, avec les changements climatiques, des choses comme ça, il y a assurément qu'il y aura d'autres idées, à un moment donné, qui vont arriver, puis qu'ils vont être soumis au comité, puis le comité va les évaluer, puis il y aura d'avant non. Bonjour, David Dan La Terreur, Renseignement Baptiste Lanoraie. Juste pour peut-être vous aider, j'ai eu 2 centres de jardins botaniques à Repentigny pendant longtemps, pendant 30 ans. La ville de Blainville, la ville de Gatineau, puis la ville de... Il y en a une 3e ville là, que j'ai connue, pas Repentigny. Il offrait, mettons que le citoyen recevait un compte de taxe de bienvenue de 3 000 $. La ville s'engageait à donner 10 % pour l'achat des arbres. Aujourd'hui, un arbre à 150 $, c'est un bâton d'hockey. Ouais. Donc, ça va vite. Donc, ce que je faisais à Gatineau, parce que j'avais un centre jardin, un copain qui avait un centre jardin à Gatineau, ils ont vraiment planté la ville de Gatineau avec des nouveaux arbres, des arbres de calibre, et ça paraissait. Une suggestion. Oui. Ouais, puis ça, On est dans toutes les suggestions. Comme je vous disais, on verra aussi peut-être, suite à la rencontre de ce soir, on pourra peut-être créer un genre de format de discussion où, à tout le moins, les gens pourraient amener sur le site Internet de la municipalité, faire d'autres propositions, d'autres suggestions qui seront prises en compte, là, bien évidemment. Oui. Ben ça aussi, un petit peu pour... parce que, tu sais, c'est ça, moi aussi, ma base est en horticulture en tant que telle, là, au maraîcher, puis aussi un petit peu pépinière, là.
Puis en fait, à la MRC, je commence à essayer de développer peut-être une idée, en fait, de faire un partenariat avec une pépinière dans le coin, en fait, pour avoir une banque d'arbres pour la MRC, c'est-à-dire des espèces, exemple, des espèces riveraines qui seraient utiles quand même partout, là, parce que je veux dire, on a une bonne partie du fleuve qui est chez nous, là. Donc, d'avoir cette banque d'arbres-là nous permettrait, exemple, de peut-être les avoir à moindre coût ou en tout cas, d'avoir vraiment plus du gros là, avec la pépinière avec laquelle on fera affaire. Là. Donc, oui, c'est une bonne idée. Je l'ai noté. Merci beaucoup. Ah! Oh. Oui. Marielle Boisjoli. Moi, je me demande si la FAPEL existe toujours. La FAPEL, c'est un organisme du gouvernement qui donnait des arbres pour justement le reboisement des lacs et des rivières. Et c'était gouvernemental. Ben, en fait, c'était subventionné par le gouvernement. On a eu ça à la Noret, où est le centre de loisirs aujourd'hui. J'ai travaillé là quand c'était... alors, il faudrait peut-être s'informer si ça existe encore. C'est quoi l'acronyme? Je ne sais pas. FAPEL, mais je ne sais pas. OK. Je vais regarder. Merci. À mon avis, Antoine, t'es trop jeune. Probablement. Moi, j'ai connu ça. Les gens de la Noret ont connu ça. C'était vraiment ce qui sont les loisirs actuellement. C'était une pépinière. Hein? C'était carrément ça. Ça fonctionnait très, très, très bien à l'époque. OK. Ça va pour cette orientation-là? Alors, s'il est bien, on va passer à la seconde. Troisième, en fait. Donc, orientation numéro 3, maintenir et développer la forêt urbaine de Lanoret. Pour la maintenir et la développer, ben, il faut amasser des données sur la canopée urbaine, données que nous n'avons pas. Donc, on aimerait ça répertorier les outils et les données disponibles en lien avec les travaux et les objectifs de la politique, parce que, en fait, si on sait qu'il y en a qui existent déjà, donc on aimerait ça aller chercher les outils, voir s'il y a des lacunes, puis voir si à partir de ce qui existe déjà, ben, on peut progresser. Mais s'il y a des manques, ben, comme ça, on pourra aussi aller chercher plus de données. Identifier les zones à faible densité du couvert. Ça, c'est par rapport surtout aux îlots de chaleur. Comme j'avais dit, la santé publique s'en vient avec des mesures, en fait, à exiger des mesures. Donc, on veut, encore une fois, prendre les devants, identifier les zones à faible densité du couvert pour aller faire de la plantation, en tout cas, tu sais, pas aller faire de la plantation, là, mais les identifier, savoir où est-ce qu'elles sont pour ensuite, après ça, faire de la sensibilisation peut-être un petit peu plus ciblée ou aller voir s'il y a des espaces publics qui sont proches, ben, d'aller planter des arbres dans les espaces publics en premier. Puis ce serait déjà un bon début. Donc, voilà. Troisième action, effectuer un recensement des arbres publics à des fins d'inventaire. Il n'y a pas d'inventaire des arbres publics à Lanoret. C'est quelque chose qu'on voit souvent plus dans les grandes villes, mais pour prendre des décisions raisonnées, ben, il faut savoir combien d'arbres il y a à Lanoret, combien appartiennent à la municipalité. Donc, ça aussi, ce sera fait là, probablement par une firme d'ingénierie forestière là, en temps voulu. Donc, toujours pour maintenir et développer la forêt urbaine de Lanoret, on ferait ça en augmentant l'indice de la canopée urbaine. Donc, concevoir des devis municipaux pour favoriser la présence, la protection, la conservation des arbres publics. Là, on parle des arbres publics, donc seulement les arbres qui appartiennent à la municipalité. On va prévoir un budget annuel pour l'application de la politique et de son plan d'action. Ça, je l'avais mentionné un petit peu dans la mise en contexte, mais il y a une action aussi qui est liée à ça. Rédiger un plan arboricole municipal. Plan arboricole, en fait, ça consiste vraiment en une organisation, en fait, des différents entretiens qui vont être faits. Donc, en ayant un inventaire des arbres, en sachant où est-ce qu'ils sont, leur état général, bien, on peut déterminer dans 3 ans, celui-là, il va avoir besoin d'une taille. Dans 10 ans, celui-là va avoir besoin d'être remplacé. On pourra aller en planter à tel endroit. Donc, ça va être de se faire sûrement un échéancier, un plan d'action encore là pour planifier tout ça. Mais ça, encore une fois, niveau municipal. En partenariat avec l'école, réaliser un projet de verdissement de la cour d'école. Parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose dans la cour d'école là, en ce moment. Donc,
Oui, c'est ça, il y en avait. Donc, on pourra voir, en fait, encore une fois, en temps voulu, l'ouverture de la commission, non, pas la commission scolaire, le centre de service pour un verdissement de la cour d'école. Planifier la végétalisation des espaces publics à faible couvert. Donc, encore là, une fois qu'on va avoir de la donnée, de planifier dans le plan arboricole, d'aller planter des arbres au niveau de la municipalité pour que la municipalité soit exemplaire, là. Donc, c'est ça. Cet objectif-là, pas mal tout est dans tout. Donc, maintenir et développer la forêt urbaine de Lanoraie en révisant le cadre réglementaire entourant l'abattage d'arbres publics ou privés en zone urbaine. Justifier les abattages d'arbres mesurant plus de 10 cm de DHP. Ça, c'est des justifications souvent qui existent déjà, si je ne m'abuse. Donc, c'est juste de vraiment l'officialiser. Réviser les conditions d'octroi d'un permis d'abattage d'arbres pour qu'elles soient en harmonie avec les objectifs et les orientations de la politique. Telles qu'appliquées selon les meilleures pratiques, accorder des permis d'élagage évitant le surélagage. Surélagage qui est généralement en haut de 25 % là, qui peuvent être des coupes en fait qui vont porter atteinte à la santé de l'arbre. Donc, on veut éviter que la personne... Oui, Hydro-Québec, mais là, ça, on manque de pogne un peu avec eux autres. Mais c'est ça. On manque de pogne avec eux autres, mais pour ce qui est des arbres de Lanoraie, qui ne sont pas gérés par Hydro-Québec. Favoriser, voire obliger la préservation des arbres matures lors de travaux ou de nouvelles constructions. Ça, c'est des mesures qui sont souvent prises, en fait, parce que quand il y a un nouveau développement, on rase tout, puis ensuite, on plante des petits chicots. Donc, essayer d'éviter ces... développer un outil réglementaire pour éviter la coupe d'arbres inutiles lors des nouveaux développements ainsi que leur préservation durant les travaux. Donc, ceux qu'on va préserver, en fait, ceux qu'on veut garder pendant les travaux, ben, essayer de les protéger un petit peu. S'il y a, exemple, du remblai, il y a certaines méthodes qui peuvent être appliquées pour éviter que l'arbre soit endommagé. Donc, voilà pour cet objectif. Et le dernier objectif de l'orientation 3, et en privilégiant la plantation d'espèces indigènes et ou naturalisées, c'est ici que je l'avais rajouté, mais je ne l'avais pas rajouté au début, diversifier le choix des espèces arbustives et arborescentes lors des travaux de plantation. Ça, j'aurais pu rajouter municipal, en fait, là, parce que c'est ça, c'est de diversifier les arbustes là, pour éviter qu'il y ait des problèmes un petit peu comme à Montréal, exemple avec les frênes qui étaient des bons arbres de rue, mais qui ont mis partout. Fait que maintenant, ils ont des problèmes. Même chose avec les ormes. Mettre en place un protocole favorisant la variété d'espèces nécessaires par terrain public ou privé lors de la plantation. Donc, même principe, essayer d'avoir plus de diversité pour avoir une meilleure résilience de la forêt urbaine. Pardon. Tendre vers le principe 330-300. Là, ici, on écrit tendre vers le principe, c'est très important parce que, en fait, ce principe-là, c'est de voir 3 arbres. Exemple, je regarde devant moi, je vois 3 arbres. Là, on parle ici en milieu urbain, là. Je vois 3 arbres, le couvert arboré est de 30 % et les citoyens, le plus possible, habitent à 300 mètres d'un espace vert, en fait. Donc, ça encore là, c'est des nouveaux principes là, urbanistiques et de l'aménagement du territoire, en fait, là, qui sont aussi souvent mis de l'avant par la santé publique parce que c'est de plus en plus étudié les bienfaits, en fait, d'avoir des espaces verts à proximité, de voir du vert. Ça a toutes sortes de bons impacts là, sur notre santé mentale. Je pense qu'il y a des études sur le taux de criminalité, les valeurs des maisons. Donc, c'est un principe vers lequel on aimerait tendre. Et la dernière action, faire la promotion du registre des arboriculteurs certifiés de la Société internationale d'arboriculture Québec. Encore une fois, ça, il y aura peut-être d'autres ressources aussi là, qui seront mises sur le site Internet de la municipalité, mais c'est dans l'optique d'offrir vraiment aux citoyens des ressources qui sont fiables et de savoir, en allant sur le site de la municipalité, que ces personnes-là, ben, ils sont certifiées, puis des fois, il y a des certifications qui sont nécessaires, par exemple, quand on travaille proche des fils d'Hydro-Québec. Donc, avec un site comme ça, ben, les citoyens pourraient savoir si l'entreprise la possède, cette certification-là. Donc, c'est vraiment de rendre disponible l'information. Là, tu sais, j'ai écrit le registre des arboriculteurs, là, mais ça pourra être autre chose. Là. Le but, ce serait d'avoir, pas les pages jaunes, là, mais les pages jaunes des arboriculteurs, mettons. Ça pourrait, c'est une excellente idée, on pourrait les mettre vertes. Donc, voilà.
Oui, en fait, les deux fonctionnent. Celui-là, c'est parce que vous êtes en direct sur Facebook. Et donc, si les gens ne vous entendent pas, et celui-là, c'est pour que la salle puisse vous entendre comme il faut. Je ne veux pas passer à Infoman. Non, vous ne pensez pas à Infoman. Attendez, on peut faire un appel à Infoman. Vous savez que, pour l'anecdote, le fond de la salle du conseil, c'est Infoman. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça. Voilà. OK. En tout cas, on ne doit pas être super que ça, la Noret, parce que je ne vous ai jamais vu passer à Infoman. C'est déjà un bon point. Bon, alors, ma question, c'est la forêt urbaine de la Noret est où? Privé, public, c'est où ça? Ouais, je prends les deux micros, moi aussi. En fait, la forêt urbaine de la Noret, là, on a une image, mais elle est à toute fin. Et on voit la différence. On voit je vais l'appeler comme ça, le vieux la Noret, là, où la canopée est très présente. Et puis, quand tu t'éloignes vers, présente. Ouais, pas pire. On n'est pas à 30 %, je suis pas mal sûr, on va attendre les résultats parce qu'on va la faire évaluer, la canopée de la zone urbaine. Parce que, voyez-vous, comme exemple, la ville de Québec. Exact. La canopée urbaine, c'est le feuillage, là. Et donc, la Ville de Québec, ils sont à 30 %. En tout cas, ils étaient à 30 %. Là, je sais que, bon, il s'est passé des trucs, mais ils étaient à 30 % et on dit que 30 % quand tu as ça, c'est un bon résultat. Alors, on est à combien, nous? Mais on n'est assurément pas à 30 % lorsqu'on s'en va vers le nord-est, où il y a eu des nouveaux développements, où là, ça commence à être plus... c'est plus clairsemé, on va dire, comme ça, là. Alors, donc, c'est ça, la forêt urbaine. Comment on peut faire plus pour l'améliorer? Juste dire que la canopée urbaine est dans ma cour. Moi, j'habite en plein cœur du village, j'ai en face de la caisse populaire. Je vais avoir quelque chose comme 30 arbres matures dans ma cour. Une cour de village. J'aimerais ça, tu sais, j'entends parler de plantation, j'adore les arbres, mais là, j'ai plus de ciel chez nous, j'ai plus de soleil, je peux plus faire pousser des tomates. C'est chez nous et mes voisins immédiats. J'aimerais ça faire un ménage dans mes arbres. Oui. Mais il y a ça aussi qu'il faudrait voir un petit peu. Oui. Peut-être conseiller les gens. Oui. Parce que moi, ça fait 31 ans que je suis ici. Il y avait des arbres matures. Puis là, j'étais toute contente. J'étais à la campagne. J'ai planté des arbres. Mais là, c'est tout rendu des gros arbres. Mm-hmm. Puis ils sont beaux. Ils sont en santé. Là, c'est ça. C'est ça. Oui. C'est une bonne question, puis ça pourrait même être regardé en termes d'élagage. Tu sais, si jamais, ça serait un élément qui pourrait être regardé. Mais en fait, si j'ai quelque chose à dire par rapport à ça, souvent il y a des normes minimales par terrain d'arbres, mais il n'y a pas de norme maximale. Donc, tant que vous respectez la norme minimale, exemple de 3 arbres, si vous en avez 20, vous pouvez en enlever 17. Vous pouvez. Pas obligé, là. Mais vous pouvez. Donc, c'est ça. Mais regardons l'élagage avant. Oui. Je pense que l'élagage peut créer des fenêtres là, de lumière là, à travers toute votre belle petite forêt urbaine. Claire Lalande, je voulais revenir sur une des orientations dont vous avez parlé, celle concernant la protection des arbres quand on construit. Oui. Ça, c'est un problème qu'on observe depuis très longtemps et en milieu francophone, hélas, parce que si on regarde les quartiers anglophones, à Montréal, par exemple, ils enlevaient les arbres juste dans l'emplacement où il y aurait la maison, puis les autres arbres, ils les gardaient, de sorte que finalement, rapidement, ils avaient un très bel environnement pour leur maison. Alors que nous, c'était non, tu nettoies tout. Après ça, peut-être que tu en plantes une coupe, mais c'est des petits fouets, comme on disait. Alors, je pense que c'est important d'essayer de développer cette capacité-là. L'autre chose dont je voulais parler, c'est ce que vous avez remarqué. Si vous avez l'occasion de voir une photo aérienne de la Noret, vous allez voir la différence de canopée entre le sud et le nord, entre la Noret. Dans le même sens, Mme Lalande, la rue Rondeau, vous savez que ça a été refait, Égout-Aqueduc. Est-ce qu'il y en a qui sont passés à la rue Rondeau dernièrement? Vous remarquerez qu'on a fait un détour. Un détour, c'est un peu fort, là, pas un détour. Mais on a fait on a évité, pour éviter de couper un arbre, un superbe arbre, on a fait le tour. Et la rue, il y a vraiment une déviation dans la rue
pour justement épargner cet arbre-là. Est-ce qu'on aurait pu faire plus? La réponse, c'est oui. Mais déjà là, c'est de réussir à faire en sorte que cette culture-là s'implante. Et c'est pas dans les habitudes. Puis, vous savez, on n'est pas là pour juger ce qui a été fait par le passé. On est là pour regarder en avant puis essayer de voir dans l'avenir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. C'est ça l'objectif aussi avec une politique de l'arbre. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, questions, suggestions? Oui, monsieur, approchez. Oui, Luc Fortier. En fait, c'est pour aller un peu dans le même sens que la dame m'a devancé un peu. Je suis venu à la réunion en soir parce que qu'on aille dans la Grande-Côte Est ou Ouest ou en montant vers Joliette, j'ai jamais vu autant d'arbres se faire couper pour aucune raison. Ça m'écoeure. Je me dis carrément même parce qu'on est là pour faire une politique. Puis c'est terrible, là. Je pense que vous devriez faire un moratoire tout de suite, ou je ne sais pas comment l'appeler, pour dire, OK, c'est sûr que quand il y a une maison qui se construit, il faut être raisonnable dans la façon de faire, mais de là, tout jeter à terre, des pins blancs de presque 100 ans, on en a dans nos forêts, là, puis on lui fait attention. Mais je comprends votre politique, puis je suis tout à fait d'accord avec ça, mais moi, pas le premier sur la ligne de front, là. Mais il peut-tu avoir quelque chose qui se fasse tout de suite avant qu'on détruise tout? Parce qu'on dirait qu'il y a bien du monde qui ont entendu parler de la politique, puis ils ont sorti ici mécanique, là. En tout cas, c'est mon avis. Ben, vous savez, l'objectif de la politique, c'est justement de sensibiliser les gens. Entre autres, vous savez, les gens sont attachés à leur demeure, puis d'avoir des arbres matures sur une propriété, ça augmente la valeur de la propriété. C'est aussi simple que ça. Alors, la politique aura cet objectif-là aussi de faire de la sensibilisation. Tantôt, Antoine, il parlait d'une trousse pour justement informer les gens par rapport aux arbres, par rapport aux bienfaits de l'arbre. Et je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Rosemère, centre-ville de Rosemère. Allez voir ça, là. Rosemère, là, les arbres matures, il y en a partout dans le centre-ville du Vieux-Rosemère. C'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Exact, dans le Vieux-Repentigny aussi. C'est la troisième orientation qu'on vient de regarder, Antoine. Oui. On arriverait à la quatrième. Ça va pour les questions, suggestions? C'est bon? Alors, sachez que tout ce que vous dites là est enregistré. On le prend en note. Alors, oui, il y avait une question. Ça va? Oui. Allez-y. On va prendre le temps qu'il faut. Oui, Serge. Manon Forchet. C'est pour, dans la suite de ce que monsieur, juste avant moi, a dit, effectivement, on coupe des arbres de façon très, très importante à Lanoraie en ce moment. C'est un massacre. Bon, il y a des gens qui doivent se dire, on se dépêche parce que peut-être qu'après, on n'aura pas eu le droit. Mais il y a déjà une politique en place. Normalement, avec une nouvelle construction, on est supposé planter un arbre. Et normalement, pour en abattre un, il faut avoir un permis. Et pour avoir le permis, il faut avoir de bonnes raisons pour abattre l'arbre, même aujourd'hui sans une nouvelle politique. N'est-ce pas? Oui, oui, non. Ça veut je vais dire vous laisser quoi, continuer oui votre intervention, puis je vous répondrai après, à moins que ça soit terminé. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut, si là, il y a une consultation publique. Après ça, la politique va être validée par le conseil municipal. Après ça, on va avoir le plan d'action. Après ça, on pourra peut-être agir. C'est des mois, voire une année avant que quelque chose puisse avancer. Est-ce que, effectivement, dans le sens de ce que monsieur a dit, il n'y a pas moyen de trouver une solution pour que, entre-temps, on abolisse, on n'abatte pas tout ce qui est possible d'abattre à Lanoraie. Bon. J'ai dit oui et non tantôt parce qu'il y a des zones présentement, c'est ce qu'on appelle le PIIA. Il y a des PIIA où l'abattage d'arbres, la personne doit obtenir un permis puis doit avoir une justification. Comme madame tantôt disait, ça a 20 arbres sur son terrain, ça demande d'en couper un. Possiblement que le CCU va se pencher là-dessus parce que c'est le CCU qui fait des recommandations au conseil municipal. Il va se pencher là-dessus, puis on verra la décision qu'ils vont prendre. Mais en toute logique, à mon avis, s'il y en a 20, ça ne devrait pas être refusé. Donc, il y a des endroits présentement, puis c'est ça l'idée de la politique de l'arbre, il y a des endroits présentement qui sont assujettis, les citoyens sont assujettis à une réglementation, puis à côté, il ne l'est pas. Vous me suivez? Ah, exact. Donc, dès que vous sortez du PIA, il n'y a pas vraiment donc, on veut s'assurer que ce soit, comment dirais-je, que ce soit équitable.
équitable, que tout le monde, soit on en met une, soit on n'en met pas. Là. Et d'où la carte qu'on vous a dit tantôt qu'on va mettre sur le site Internet de la municipalité, la carte qu'on a validée avec les gens la semaine passée, Grande Côte-Est, Grande Côte-Ouest, les îlots déstructurés et les exclusions par rapport à la loi. Ces zones-là, ce qu'on veut faire, c'est vraiment que tout le monde soit sur le même pied d'égalité par rapport à la protection de l'arbre. Par ailleurs, oui, il y a eu beaucoup d'abattage d'arbres, mais il y a des terrains qui n'étaient pas preneurs depuis des années, qui ont trouvé preneurs. Et quand un terrain est constructible, on peut pas empêcher le propriétaire de construire sa maison. On peut pas le faire. Quand même, on voudrait, on peut pas. Et il y avait des beaux arbres, vous avez vu, comme moi, là, qui ont disparu. Mais ça, on pouvait pas faire ça. On serait allé à la cour, puis en tout cas, je suis pas avocat, mais je pense qu'on n'aurait pas eu autre chance de gagner, là. Il y a le droit de construire une maison. Ce terrain-là a un droit. Il y a un droit acquis au terrain pour construire une maison. Et donc, ils ont dû abattre des arbres pour construire la maison. Mais ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres, je comprends, Mme Forgette, il y en a d'autres exemples probablement que moi, j'ai peut-être pas vu passer, où il y a eu abattage d'arbres, mais est-ce qu'ils étaient dans le PIA ou non? Alors là, la politique, c'est ce qu'elle va venir faire. Elle va venir s'assurer que on essaie de... Moi, mon objectif, là, puis c'est l'objectif du Conseil, là, c'est qu'on soit équitable envers tout le monde. Que tout le monde soit devant la même réglementation, que ça s'applique de façon égale pour tout le monde. Ça va? Et aussi, si je peux me permettre, c'est quelque chose qu'on a discuté aussi tous ensemble. Des fois, par exemple, je pense aux propriétaires agricoles qui, eux, ont un RCI auquel ils doivent se soumettre et ils n'ont pas le droit de couper plus que 30 %. Mais par exemple, dans le cas des terrains qui sont constructibles pour des maisons et des bungalows, bien souvent, eux autres, ils n'ont aucune restriction, ils peuvent tout raser. Alors, un des objectifs de la politique de l'arbre, ça va être entre autres de faire en sorte qu'ils ne puissent pas tout raser, qu'ils puissent garder les arbres lorsque c'est possible de le faire. En ce moment, non, il n'y a rien, mais éventuellement, j'espère, avec la politique de l'arbre, on va arriver à quelque chose avec ça. Je comprends, Manon Forget, je comprends très bien ce que vous dites, mais ça ne répond pas à notre préoccupation. Entre-temps, entre maintenant et le moment où, concrètement, on pourra agir sur l'ensemble du territoire de la Noret, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'envisager une façon d'éviter un moratoire ou, en tout cas, une façon de faire qui permettrait qu'on n'abatte pas plein d'arbres. Écoutez, il y en a plein. Effectivement, il ne s'agit pas d'empêcher les gens de se construire une maison. Mais quand on construit la maison au milieu du terrain puis qu'on abat tout ce qui est autour et au milieu, franchement, y a-t-il moyen de penser à ça? Oui, non? Peut-être. En fait, c'est quoi la blague? C'est je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Oui, c'est ça. Mais non, mais regardez, la réglementation, il y a vraiment une procédure à suivre. D'abord, il faut que cette politique-là soit validée par le Conseil. Hein, si on s'entend sur un modus operandi là, général de la politique, il faut qu'elle soit validée par le Conseil municipal. Après ça, il va devoir y avoir des règlements qui vont être mis en place pour pouvoir appliquer ces règlements-là. Il y a une procédure. Maintenant, on va regarder s'il y a, excusez l'anglicisme, là, je ne le dirai pas, s'il y a une voie plus rapide, on va regarder s'il y a une voie plus rapide. Et si le Conseil est d'accord avec une voie rapide, si elle existe, ben oui, on pourra aller de l'avant. Parce que l'important, comme je le disais tantôt, c'est juste que tout le monde soit assujetti aux mêmes règles du jeu. Voilà. Pour faire suite aux commentaires de la madame, moi, ma fille, elle reste en Abitibi. Elle reste en Abitibi, puis il y en a des arbres en Abitibi, mais c'est rien que des épinettes, à peu près. Mais elle s'est construite une maison. Puis sur son terrain était boisé d'épinettes, de sapins, puis elle pouvait pas couper, là. Il a fallu qu'elle dise « ma maison va être là », puis elle avait juste le droit de couper les arbres où il y avait la maison. Puis pourtant, tu dis en Abitibi, là, tu sais, c'est pas... fait que on pourrait sûrement l'avoir. Alors, on prend note de vos commentaires. Soyez assurés que tout ça, je les ai tantôt enregistrés, puis Antoine et M. Maheu prennent aussi beaucoup de notes, là, et certains membres du Conseil, j'imagine aussi. Ça va? On passerait à la 5e? 4e, désolé. Alors, on y va. 4 sur 6. Donc,
4 sur 6. Ben, si on documente en fait la forêt urbaine, la canopée urbaine, ben, on va aussi documenter le couvert forestier avec le même objectif, c'est-à-dire d'avoir plus de données sur tout ce qui est forestier, donc acquérir plus de connaissances sur le milieu. Là, on entend le milieu forestier ici. Là. Pour ce faire, ben, on veut consulter les organismes environnementaux pour identifier les milieux d'intérêt particuliers pour la faune et la flore. Deuxième action, avec un ingénieur forestier, consulter les cartes éco-forestières pour identifier les peuplements à caractère particulier sur le territoire de la municipalité. Et 4.1.3, en partenariat avec des universitaires et ou en commandant une étude, documenter les interactions entre la forêt, les milieux humides du complexe tourbeux, la biodiversité, les services écosystémiques et les activités anthropiques. Cette action-là, en fait, c'est d'aller chercher vraiment de la donnée qui est plus fine avec des universitaires, exemple, pour tout ce qui est, exemple, l'hydrologie du complexe tourbeux de la Noret, ben, ça a un impact sur vos réserves d'eau, sur les réserves d'eau des agriculteurs, sur les milieux humides. Donc, de savoir qu'est-ce que le complexe tourbeux joue comme rôle là-dedans. Un peu dans le même principe que, là, je vais plus m'adresser aux agriculteurs ici, là, mais un petit peu dans le même principe que le projet Célano de la FUPAL, d'aller chercher vraiment de la donnée fine sur la recharge de la nappe phréatique, exemple, puis quel rôle peut jouer la forêt là-dedans. Donc, cette action-là vise, c'est ça, vraiment avoir de la donnée très fine, là, peut-être en faisant un partenariat avec... comme pour Célano, là, avec McGill ou l'UQAM. Là. Tout ça, ça restera à voir, là, mais ce sera vu par le comité. Mais c'est ça. L'intention, c'est d'avoir de la donnée fine sur spécifiquement le complexe tourbeux de la Noret. L'objectif numéro 2 de l'orientation 4 est d'acquérir plus de connaissances sur le milieu. Pour ce faire, on veut, en collaboration avec les propriétaires volontaires, accorder un statut de protection à certains boisés d'intérêt, au peuplement d'arbres matures et aux arbres isolés. La municipalité, en fait, aimerait acquérir un ou des lots boisés, on va commencer par un sûrement, afin d'y aménager des sentiers récréatifs et faire de l'éducation et de l'interprétation. En fait, ça rejoint aussi beaucoup l'orientation 2 qui était liée à l'éducation relative à l'environnement. Puis ça, en fait, je veux dire, ça pourrait être à toutes les sauces, là. Ça pourrait être les différents arbres, les différentes plantes qu'on peut manger en forêt, n'importe quoi. 4.2.3, enregistrement systématique des permis municipaux émis et des prescriptions sylvicoles qui s'y rattachent. Ça, en fait, c'est une action qui touche spécifiquement les producteurs forestiers, en fait, pour que la municipalité garde un suivi, en fait, de ce qui est fait sur les différents lots. Enregistre, oui, voilà. Enregistre ce qui est fait sur les différents lots, là, comme c'est fait pour les lots, en fait, tous les lots, là, s'il y a un permis de construction qui est donné, ben, l'inspecteur va pouvoir retourner voir quand est-ce qui a été donné, puis c'était quoi les travaux, puis ainsi de suite. Donc, avoir vraiment un historique de ce qui a été fait sur ce lot-là. Donc, c'est la même logique qu'on applique ici. 4.2.4, inviter notamment l'Association forestière de la Naudière afin qu'elle présente sa mission, ses services et ses activités. L'association forestière, en fait, ils servent à mettre en valeur la forêt. Donc, les inviter pour qu'ils nous parlent un peu de tout ça. Et 4.2.5, identifier les espèces à statut précaire et favoriser leur protection. Encore là, ça, c'est ça va venir du gouvernement. On va le dire de même. Par rapport aux 30% en fait de biodiversité qui doit être préservée, ben c'est sûr que ça va finir par arriver, qu'il va y avoir des obligations. Donc, on veut tout de suite commencer à les identifier, puis ensuite, après ça, aller travailler avec les propriétaires qui veulent travailler dans ce sens-là aussi pour protéger des milieux. Et là, à des fins de sensibilisation là, pour tout le monde, là, quand on dit protection, là, ça ne veut pas dire mettre une cloche de verre nécessairement. Là. Il y a des niveaux de protection dans la vie qui existent. Si on les met de 1 à 5, ou est-ce que 5 c'est le plus faible, ben 5 va quand même permettre d'aller se promener, de quand même permettre de faire de l'aménagement forestier, mais 1 ne le permettra pas. Exemple, la réserve écologique de la Noret est un exemple où est-ce que
Les visites, faut prendre rendez-vous, c'est seulement à certains moments. Donc, on peut pas faire ce qu'on veut dans ces milieux-là. Donc, quand on parle de protection ici, là, ben là, on n'en parle pas encore exactement, là, on va en parler un petit peu plus loin, là. Mais quand on parle de protection, là, ça va être de la protection douce ou plus forte selon la volonté du propriétaire. Questions et commentaires. Ceux-là, il était plus court. Ben, de toute façon, À moins qu'il y ait ça, qui veut aller au micro. ça a l'air tranquille. En fait, ma question est quand vous parlez de protection des espèces, oui. Est-ce qu'on parle seulement des arbres ou qu'on parle des espèces comme le chou-puant, comme la trille, comme des espèces qu'il y a dans les tourbières, puis que c'est sûr que si on se promène là-dedans avec n'importe quoi, ça part, là. Puis ça, c'est des espèces protégées en ce moment, là. Est-ce qu'on parle de ça aussi, quand on parle de protection? Je vais me falloir le micro pour tout le monde. Par rapport à la protection, en fait, c'est que ça va dépendre des habitats. Si l'habitat est forestier, ben, je veux dire, tu sais, c'est une politique de l'arbre. Donc, si c'est une espèce qui va vivre uniquement dans des prairies, ben là, ou dans des clairières, ben là, ça va moins toucher l'aspect forestier. Mais si on parle d'une espèce champêtre, d'un oiseau champêtre qui, là, il vit dans des arbres, puis il niche dans des arbres, puis que le fait d'aller faire des activités forestières pourrait avoir un impact sur cette espèce-là, même si souvent, en fait, dans les plans d'aménagement, là, il peut y avoir des adaptations qui sont faites en connaissance de cause, là. Ben, cette protection-là sera peut-être plus forte pour ça, mais on n'est pas encore rendu là, là. On est vraiment rendu à identifier lesquels sont là. Tu sais, il y a des cartes déjà gouvernementales qui existent, mais souvent, les cartes gouvernementales, il faut venir... faut faire des visites de terrain aussi ensuite pour aller confirmer la donnée, parce que des fois, elle n'est pas totalement précise. Donc, c'est pas clair. C'est pas clair. Mais on va travailler là-dessus avec le comité, là. Oui, je sais, mais c'est parce que on le sait pas encore. Donc, c'est quelque chose qui va être vu avec le comité, qui va être vu avec le conseil municipal, à quel point ils veulent y aller. Puis, avec le propriétaire aussi, tu sais, si le propriétaire, lui, il décide de mettre sa cloche de verre, ben, ça va protéger toutes les espèces, que ce soit floristiques ou fauniques. En fait, il n'y a rien qui empêche éventuellement une évolution de la politique plus large concernant la flore. Oui, absolument. Rien qui empêche ça. Pour le moment, on n'est pas là. Mais est-ce qu'on peut y arriver à un moment donné? Probablement que oui. Mais ce qu'il faut comprendre dans toutes ces orientations-là, notamment la 5 et la 6, c'est toujours avec collaboration. On n'est pas là pour forcer qui que ce soit. Nous, on pense que par la collaboration, on va arriver à des résultats. On est convaincu de ça, parce que moi, je suis convaincu de ça. Et c'est en collaboration qu'on va réussir à faire de grandes choses. Si vous mettez une politique en place et que les gens ne l'acceptent pas, vous allez ramer contre le courant. Vous n'y arriverez pas. Alors, il faut que cette politique-là soit consensuelle, que les gens acceptent d'embarquer dans le jeu, dans l'aventure, et c'est comme ça qu'on peut y arriver. Claire Lalande, une petite remarque seulement. On oublie souvent l'utilité des arbres morts, notamment pour les pics ou pour d'autres espèces d'animaux ou d'oiseaux. Alors, je pense que ça aussi, ce serait important de dire, un arbre mort, on n'est pas obligé de le couper tant qu'il n'est pas dangereux, parce qu'il va permettre à toutes sortes de vies de se poursuivre. D'autres interventions? Ça va? Alors, on passait à la suite. Monsieur Villeneuve parlait de collaboration. On a littéralement une orientation qui est de travailler en collaboration avec le milieu pour perfectionner le cadre réglementaire. Actuellement, il y a un règlement de contrôle intérimaire, en fait, au niveau de la MRC qui concerne l'abattage d'arbres dans la tourbière, notamment. Donc, on veut travailler notamment ce règlement-là, là, mais on voulait vraiment que ce soit écrit noir sur blanc dans la politique, que c'est un travail de collaboration. Et le premier objectif, c'est de mettre en place des mesures de suivi et de protection.
Pour ça, on va faire appel à un ingénieur forestier pour effectuer des inspections aléatoires sur le territoire et produire un rapport d'expertise. La politique de l'arbre vise surtout les producteurs qui sont pas reconnus en fait comme forestiers souvent, ceux qui vont pas être régis par un plan d'aménagement forestier, qui vont faire ça comme ils veulent, puis qui seront pas conseillés par les experts qui sont les ingénieurs forestiers. Donc, en regardant, en fait, en perfectionnant ce cadre réglementaire-là, on veut vraiment plus intervenir auprès de ces gens-là qui ont moins de connaissances dans le domaine, qui sont moins habitués. Donc, en faisant appel à un ingénieur forestier, en fait, qui va aller se promener, lui, par la suite, bien, on veut commencer à mieux connaître notre territoire par rapport à tout ce qui est plus sauvage comme comme intervention. Dans la même optique, effectuer un survol bisannuel du territoire de la municipalité pour mesurer la progression ou la perte de couverts boisés. Encore là, ça aussi, ça vient du gouvernement. Les superficies de milieux naturels vont être de plus en plus observées à cause de... C'est quoi le dernier accord qui a été passé, là, qui était la cible de 30% en fait là, de couverts naturels. Puis non, c'est zéro perte. Ça, c'est zéro perte zéro perte de milieu naturel. Milieu humide, ouais. Milieu humide et milieu naturel. Là. Donc, acquérir de la donnée là-dessus, là, pour prendre les meilleures décisions. 5.1.3, faire la promotion des programmes de reboisement et de renaturalisation existants. Même optique que les autres points qui avaient été abordés là, pour le site Internet, c'est de rediffuser l'information pour la rendre plus accessible pour tout le monde. Favoriser la préservation du paysage forestier en bordure des routes par des prélèvements ciblés. Ça, on vise aussi un petit peu par la bande tout ce qui est érosion éolienne, qui est une problématique qui est récurrente quand même à Lanoraie avec les terres plus sableuses qu'il peut y avoir. Par ça, on aimerait pouvoir garder plus souvent des abrise-vents ou en tout cas un certain couvert là, sur le bord des routes qui peuvent être plus à risque. Donc, c'est ça, favoriser la préservation. Et 5.1.5, revoir les amendes dans le cas de non-respect et de la réglementation et utiliser les revenus générés pour de la sensibilisation et de l'accompagnement auprès des producteurs forestiers reconnus ou non reconnus. Ça, c'est quelque chose qui était beaucoup ressorti en fait avec le comité environnement, c'est que souvent, il faut certains moyens financiers quand même pour devenir producteur forestier si on a la superficie de 4 hectares. Donc, à travers les amendes qui pourraient être émises en fait là, par la MRC, excusez, je travaille à la MRC, là, pour les amendes émises par la municipalité. En fait, ces moyens-là pourraient servir justement à peut-être aider les producteurs qui veulent devenir des producteurs forestiers là, à le devenir, à se doter d'un plan d'aménagement pour leur boiser, puis à faire affaire avec des experts. Deuxième objectif de l'orientation 5, encadrer et favoriser les pratiques sylvicoles responsables. Pour ça, on veut inclure à la réglementation des mesures pour mieux encadrer les dérogations. Ça, c'est vraiment dans l'optique de révision, en fait, de perfectionnement du cadre réglementaire. Actuellement, les dérogations étant, quand il y a un règlement, on prévoit des moyens dans certains événements, là, c'est l'action suivante, là, justement, là, dans certains événements, on va permettre certains exemples avec le chablis. Je vais donner un exemple concret. Là. Quand il y a eu le chablis, il y a du bois qui peut être récolté à ce moment-là, donc d'enlever les limites de récolte pour une certaine période afin de récolter le bois avant qu'il périsse. Là. C'est le même principe en fait pour les feux de forêt qu'il y a eu, exemple en Abitibi. Il fallait qu'ils se dépêchent d'aller ramasser ça avant que les insectes rentrent dedans. Donc, prévoir des dérogations. Et ces dérogations-là, en fait, vont servir, en fait, seront inclus pour produire une liste d'interventions sylvicoles spéciales permettant une plus grande flexibilité réglementaire lors de situations exceptionnelles. Donc, on vient encore plus préciser les dérogations ici. Mettre de l'avant le guide de saines pratiques pour les chemins forestiers à faible utilisation. Donc, comme on disait, ça passera peut-être encore une fois par le site web. Vraiment plus de viser les producteurs qui sont
non reconnus, qui sont des producteurs forestiers là, qui sont non reconnus, ben, pour essayer de leur inculquer des bonnes pratiques, essayer de leur montrer des bonnes pratiques sans qu'ils aient nécessairement besoin d'être reconnus comme producteurs forestiers, parce qu'exemple, il n'y aurait pas la superficie. En partenariat avec le milieu, rédiger une stratégie d'aménagement forestier de la région de Lanoraie en se basant sur les connaissances et les prévisions du milieu forestier. Une stratégie d'aménagement, en fait, ça, c'est de concert avec les ingénieurs forestiers, c'est de prévoir à quoi on veut que ressemble la forêt de Lanoraie dans X nombre d'années. Donc, c'est de savoir quelle plantation on aimerait faire. Est-ce qu'on veut, exemple, ramener le pin blanc, qui est une très belle espèce, mais qu'actuellement, avec le cadre réglementaire, c'est pas favorable, en fait, là, pour la plantation. Donc, c'est encore là de se donner une vision pour ça. 5.2.5, réévaluer la récolte de la surface terrière permise dans le RCI en fonction des avancements scientifiques et des changements climatiques. Donc, le fameux RCI qu'on a à la MRC de Dautré. Un RCI est un règlement de contrôle intérimaire qui sert en fait à venir combler des lacunes qu'il peut y avoir dans la réglementation existante, parce que nous, notre schéma d'aménagement, il commence à dater pas mal. Donc, la MRC a adopté certains règlements comme celui-là pour, c'est ça, venir patcher des trous là, qu'il y avait dans la réglementation. Donc, on veut réévaluer tout ça avec l'aide du comité sur lequel siégera au moins un ingénieur forestier là, pour que ce soit plus adapté justement par rapport à la stratégie puis par rapport aux différents à leur boîte à outils qu'ils ont là, les ingénieurs forestiers. Et 5.2.6, en consultant un ingénieur forestier, ajuster le seuil de coupe permise en fonction du type de peuplement visé. Donc, c'est aussi en lien avec le RCI, ça. C'est que actuellement, c'est très restrictif. Puis ça empêche, en fait, certaines interventions. Donc, on veut voir avec les ingénieurs qu'est-ce qui pourrait être fait pour que tout le monde s'y retrouve là, dans la politique de l'arbre. Là, parce qu'il y a des manières de faire de l'aménagement forestier qui peut être très environnemental. Et nous, c'est ça qu'on veut mettre de l'avant là, à travers la politique de l'arbre. Questions et commentaires? Ah. Oui. Pas de commentaire. Pas de commentaire? Ça va jusque-là? Bon, alors on va continuer dans ce cas-là. C'est la dernière orientation. OK. Ensuite. Il en reste... Non, il en reste une. Oui, exact. Approchez. Bonsoir, mon nom est Serge Beaupied. Et le constat que je fais avec la Lanoraie, c'est que c'est une terre sablonneuse. Et quand on déboise, les conséquences peuvent être assez incommodantes, dans le sens que dans la minute où il y a des vents, on le voit dans certains secteurs où on a déboisé, il y a des rafales. Ça fait des rafales de vent. Ça fait aussi en sorte que ça devient un peu comme, en guillemets, désertique. Ça devient des sols où c'est plus difficile par la suite d'émerger de la végétation. Puis il y a l'autre constat, pas l'autre constat, mais l'autre chose que je voulais ajouter, c'est qu'on a un petit bijou ici à Lanoraie, au cimetière. On a un bouquet de pin blanc. Assez particulier. C'est un peu notre Mont-Royal, à nous autres. Dans le fond, c'est vrai, parce que c'est ce que la Ville de Montréal a décidé de faire concernant le Mont-Royal, c'est de limiter le piétinage un peu partout. Ils ont fait des sentiers, parce que les gens profitent de cet environnement-là. Puis peut-être en faisant des sentiers, peut-être qu'on préserverait aussi le bouquet de pin blanc, parce qu'il est fragilisé dans le moment. Merci. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions, idées, commentaires? La phrase, ça termine avec insulte. Non, ça va. De ce côté-là, ça va. Alors, on passe à la prochaine, Monsieur Antoine? Absolument. Donc, dernière orientation, la 6e.
Soutenir et promouvoir la conservation du couvert forestier. Donc, premier objectif, consulter le milieu. On le répète encore, là, mais consulter le milieu, on veut que ce soit de manière collaborative. Est-ce que ça se dit collaborative? En tout cas, en collaboration. Donc, la première action, organiser des consultations avec les propriétaires de l'eau boisée pour sonder leur intérêt pour la conservation. Encore une fois, on peut parler ici de conservation douce, plus dure. Ça, on fera venir, en fait, vraiment plus des experts. Là, je ne suis pas expert du tout en conservation, là. Mais il y en a dans la Naudière, la fiducie de conservation des écosystèmes de la Naudière, exemple. Je sais qu'ils sont bien calés quand même. Société de conservation des tourbières de la Lorraine. Oui, effectivement. En fait, ça, c'est l'association forestière ou c'est... La Société de conservation des tourbières de la Lorraine. C'est anciennement la bande à Bonneau, pour ceux qui connaissent, là, anciennement. Mais donc, elle est très active en termes de protection. OK. 6.1.2. On va parler du comité de suivi, justement. Réserver un siège à un ingénieur forestier de la Lorraine sur le comité de mise en place de la politique de l'arbre à défaut de la région. Ce qu'on veut dire par à défaut de la région, c'est si jamais il n'y a pas d'ingénieur forestier de la Lorraine qui se présente, ben on ira chercher dans la région. Ça, 6.1.3. Réserver... J'aurais dû écrire au moins un siège. Au moins un siège à un producteur agricole possédant un NIM valide sur le comité de mise en place de la politique de l'arbre. NIM étant numéro d'identification ministérielle, donc on veut s'assurer que le producteur agricole est reconnu par le ministère, par le gouvernement comme un producteur agricole. Puis il y aura les mêmes vérifications qui seront faites pour l'ingénieur, mais c'est quand même plus simple à faire souvent. Objectif numéro 2, bonifier le couvert forestier protégé. Actuellement, il n'y en a pas tant que ça. En collaboration avec les propriétaires intéressés, protéger une partie du couvert forestier en fonction des données de priorisation et de données acquises. Au niveau de la MRC, nous allons prochainement adopter un plan régional des milieux humides et hydriques dans lequel il y a une priorisation en fait des milieux qui est faite par la MRC. C'est rien de contraignant, ce sont des directives, mais je veux dire, une fois qu'on a la donnée, cette donnée-là, ben, on peut venir voir certains propriétaires ou les organismes de conservation peuvent approcher certains propriétaires et pourront discuter avec eux de conservation. Donc, voilà. Inviter la fiducie de conservation des écosystèmes de la Naudière pour une ou des conférences sur leurs activités. C'est ce dont je parlais. Inviter la Fondation de la Faune du Québec pour qu'elle présente son programme Faune-Forêt. Ça, c'est quelque chose aussi qui était sorti au comité environnement, qu'ils ont des programmes financiers, en fait, pour aider les producteurs forestiers à faire des aménagements fauniques, notamment. Là. Donc, les inviter, qui viennent nous parler de ça. Tu sais, d'avoir quelqu'un, des fois, en avant qui vient nous parler de quelque chose, c'est toujours mieux quand même de juste le lire que de juste le lire en ligne. Là, on peut poser des questions, puis c'est plus interactif. Donc, inviter du monde. Et dernier objectif, assurer notamment une meilleure compréhension de la conservation, l'écologie forestière et la sylviculture. Pour ce faire, on veut inviter l'Agence des forêts privées de la Naudière à se présenter et présenter les avantages d'être reconnu comme producteur forestier. Donc, encore une fois, on vise la sensibilisation, l'éducation des producteurs non reconnus. Ceux que ça pourrait intéresser, ceux qui branlent dans le manche, ben on leur dit, l'Agence des forêts privées, elle va passer. Venez donc vous asseoir, les écouter, voir. 6.3.2, inviter notamment des centres de formation pour qu'ils présentent les métiers forestiers. Il y a quand même un gros héritage forestier à la Lorraine, ancien chantier naval. Il faut du bois pour faire des bateaux. C'est des emplois souvent qui sont intéressants. Donc, peut-être inviter notamment ces centres de formation-là pour qu'ils viennent présenter ça aux plus jeunes. Ceux qui auront eu la piqûre peut-être par la sensibilisation, ben peut-être qu'ils voudront continuer de travailler là-dedans. Donc, les inviter. Et inviter la Société d'histoire forestière du Québec pour qu'elle présente l'histoire de la sylviculture dans la région de la Lorraine à travers les époques. Comme je viens de dire, un bel héritage qui devrait être mis en valeur. Donc, en les invitant, ben ça, ce serait éducatif absolument pour tout le monde qui voudront venir participer à cet petit événement. Et c'est terminé. Donc, le dernier... non, ben pas exactement terminé. Ben, en tout cas, bravo pour votre job. C'est intéressant. J'ai une question puis un commentaire.
La question, c'est, quand vous parlez des bandes riveraines, puis de la façon de les aménager, est-ce que vous parlez d'arbres ou d'arbustes qui sont capables de retenir la côte? Oui. Oui. Ça, c'était la question. Non, honnêtement, sur celle-là, j'ai un peu triché. Dans les actions, en fait, qu'on a vues un petit peu avant, j'avais marqué les espèces arborescentes et arbustives qui pourraient être mises à disponibilité lors notamment de la journée de l'arbre. Donc, on parlerait des deux. Là, ça, c'est une politique de l'arbre, mais c'est parce que dans les bandes riveraines, généralement, l'arbuste joue un plus grand rôle que l'arbre. Donc, je trouvais que c'est un peu un incontournable de juste dire les arbres. Donc, j'avais aussi rajouté les arbustes, mais ça restera à voir pour le conseil et le comité ensuite. Là, même moi, je l'ai mis dedans. OK, c'est bon. Bon, là, le commentaire. OK, moi, je fais partie d'une vieille famille de Lanoret, puis je pense que tout le monde ici a une certaine sensibilisation pour les arbres si on est venu à cette rencontre. Bon, ma famille et moi avons commencé en 1995. On était 5. On a planté 25 000. Fait que c'est ça, la récolte est comme ça. Tout ça de go. À côté de chez nous, maintenant, il y a des maisons qui poussent. Puis elles poussent vite. On a commencé à rencontrer nos nouveaux voisins. Bonjour, nous sommes vos nouveaux voisins. Puis, ce que mon nouveau voisin m'expliquait, c'est que il a choisi cet endroit-là à Lanoret parce qu'il y avait une forêt à côté. OK, c'est bon. Puis là, la seule forêt qui est accessible pour lui pour venir se promener, c'est chez nous! Fait que, bon, OK, là, c'est un petit peu délicat, là, mais je sais bien qu'un promoteur, son intérêt, c'est de faire bâtir la maison, les maisons. Mais quand j'entends des commentaires comme ça, des gens qui viennent s'installer à Lanoret puis qui voient que ils veulent s'installer là parce qu'il y en a, justement. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne accès aux forêts privées qui sont pas chez eux, qui sont chez nous. Ça, c'est délicat, OK? Mm-hmm. Par contre, peut-être que ça serait intéressant dans la politique de l'arbre d'avoir un incitatif intéressant pour les promoteurs pour qu'ils préservent un certain espace boisé sur leur développement pour que ces gens-là puissent au moins avoir un petit peu d'ombrage, mettons, pendant l'été. Ou d'un incitatif pour les jeunes acheteurs à planter des arbres. Mais tu sais, un arbre, c'est long à pousser, là. Ça fait que s'il y en a déjà sur le territoire où il y aura des nouveaux développements, de s'organiser pour qu'ils fassent attention pour pas trop en couper. C'est ça. Voilà, c'était mon commentaire. Je comprends le commentaire. Par ailleurs, il reste un endroit dans le périmètre urbain où c'est zoné blanc, qu'il peut y avoir encore un développement. Et puis, c'est à l'ouest. Donc, à droite de votre terre, Mme Robillard, juste à droite, là, à l'ouest, il y a cet endroit-là qui, le reste est au niveau des promoteurs, c'est lancé, les projets sont lancés, c'est déjà, je l'ai dit, bulldozer, là, c'est un peu ça. Par ailleurs, c'est pas un secret pour personne, je pense que vous le savez, on l'avait déjà annoncé, puis c'est dans la politique de l'arbre, la municipalité essaie de faire l'acquisition d'un boisé. Essaie, puis je vous dis, là, moi, ça fait depuis 2021, j'y travaille, j'ai rencontré plusieurs personnes. Il y a plusieurs négociations en cours présentement avec plusieurs personnes pour réussir à faire l'acquisition d'un boisé. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, moi, ce qu'on va avoir là à Lanoret dans 50 ans, mais à l'instar de Lavaltrie, de Saint-Côme, de Saint-Émilie, puis nommez-les, les municipalités au Québec, là, qui ont fait l'acquisition d'un boisé, justement, pour assurer un lieu, un endroit paisible, et qui serait préservé à jamais. C'est ça l'objectif. Et présentement, je suis encore en négociation et on regarde des trucs. On espère juste qu'on va pouvoir en acquérir un assez rapidement
mais on a aussi la compétition. Hein. Il y a beaucoup de promoteurs. Avant ça, les gens investissaient dans l'or. Maintenant, ils investissent dans les terres. Alors, il y a beaucoup de personnes donc qui font beaucoup de prospection pour acquérir des boisés, puis ils font des offres, puis c'est pas évident, là. Mais on travaille fort. On travaille fort pour réussir à acquérir une terre. Vous avez une terre. Vous avez reçu une lettre il y a 1 an et demi. On a envoyé une lettre à 10 propriétaires au pourtour du périmètre urbain qui ont des terres boisées. Et puis, il y a quand même certaines négociations qui se font présentement. On n'est pas sûr de rien, mais on travaille fort pour y arriver, pour permettre à la Norée. Vous savez, à la Valtrie, ils ont acheté le boisé. Vous savez, le boisé en arrière de la Maison des Contes et légendes. Ce fut un coup de maître. Ça a été fait en 2001, à peu près 2002. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire, acquérir un boisé. Un coup qu'on a acquis un boisé, ça pourrait être le début d'une belle aventure parce qu'on pourrait prendre des ententes avec les propriétaires à côté pour aménager des trucs aussi. Alors, c'est ce qui est regardé présentement. Et puis, juste vous dire aussi que le mandat d'Antoine, ça va être aussi d'aller chercher des subventions. Alors, vous avez vu, il y en a pour je ne sais pas combien de millions là-dedans. Là. Je ne sais pas combien, 1 million, 500 000 $, si on faisait tout ça demain matin. Là. Alors, l'idée aussi, c'est d'aller chercher des subventions pour être capable de poser des actions le plus rapidement possible. Et pour l'achat d'un boisé, c'est le même principe aussi. Voilà. Est-ce que ça vous plaît? Oui. Ça vous plaît? Alors, il y a des membres du conseil ici qui vous entendent, et dont moi, entre autres. On a travaillé fort. Et puis, je le répète, on n'est pas là pour rentrer dans la gorge des trucs, là. On veut que ça soit avec la collaboration, avec le travail de tout le monde, l'appui de tout le monde. C'est comme ça qu'on va réussir à mettre en place une politique qui va être pérenne, donc qui va perdurer dans le temps. Puis, il y a une donnée dont on n'a pas parlé, c'est quand même fascinant, là. La Norest, c'est 103 km² de territoire. Il y a 35 km² de tourbière. C'est une carte de visite incroyable. C'est une carte de visite incroyable et nous sommes la dernière réserve naturelle dans le sud du Québec. Et là, je peux vous dire que dans les tourbières, il y a beaucoup de faune. Ils sont pas en surpeuplement, mais... Il y a un pavillon qui s'appelle la Norensis. Exact. Alors, qui a été découvert dans nos tourbières. C'est le lutin de la Norée. Alors, si vous le voyez traverser... C'est ça. Hey, je vous remercie beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions, commentaires? Ça va? Je vous remercie. Et puis, on va... Monsieur Larivière, une question? On a assez parlé. Un commentaire. Venez au micro, monsieur Larivière. Ah oui, ça passe. Oui, Serge Larivière. Allez-y. Kéliane, dans vos commentaires, y a-t-il une préoccupation par rapport aux chevreuils? Parce que à Longueuil, ils ont vraiment des problèmes avec ça. On lui a dit le problème. J'ai une réponse pour vous. D'accord. Je voulais en parler, puis j'attendais que quelqu'un super arrangé. Je n'ai pas dit, hey, M. Larivière, allez poser cette question-là. Mais il y a M. Éric Laforce qui m'a approché il y a à peu près 2 ans. Vous savez, quand ils ont fait la 40, là, à l'époque, vous êtes trop jeune, tout le monde ici, pour avoir connu ça. Mais la 40, quand ils l'ont faite, là, moi, j'étais dans le vieux bazou de mon père, là, puis on se promenait sur l'autoroute, puis on essayait d'éviter les tortues qui traversaient. Exact. Parce qu'on a créé une perturbation incroyable. Si c'était à refaire la 40 aujourd'hui, ils prévoiraient soit la surélever pour mettre des tunnels, pour laisser passer la faune, soit une passerelle au-dessus, comme on voit en Europe souvent, où ils mettent une passerelle pour permettre à la faune, ils mettent des clôtures là, pour faire un entonnoir, et avec le temps, la faune s'habitue, puis elle passe là. Bien, M. Laforce, il me dit, pourquoi on ne pourrait pas penser un jour mettre une passerelle entre Lanoret et Berthier au-dessus de la 40 pour permettre à la faune de traverser? On sauverait des vies, hein, humaines d'abord, puis des vies chevreuils aussi, bien sûr. Et en tout cas, voyez-vous, c'est toutes des idées. Moi, je dis rêvons, puis regardons ce qu'on peut faire de mieux pour assurer la suite, puis léguer à nos enfants quelque chose de bien. Hey, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Bye bye.